Alors, je voudrais évoquer maintenant un autre aspect de la réalité qui est le processus de vente, hein, ou le processus d'acquisition, selon de quel côté on se trouve. Puisque ça aussi, ça va être quelque chose qui va être abordé dans le cas que vous allez faire avec SocGen. Est-ce que vous avez une idée de la manière dont on procède pour vendre ou acheter? Enfin, là, on va se passer du côté vendeur. Donc, la manière dont on procède pour vendre une entreprise. C'est quoi les principales étapes? Alors, je détaille maintenant les différentes approches. Hein, c'est que, enfin, les différentes étapes. Donc, vous avez fabriqué votre data room, vous avez choisi votre banque de conseil, vous avez déterminé les acquéreurs potentiels, vous avez signé des non-disclosure agreements. Et donc là va commencer le premier tour. Donc là, vous dites à vos acquéreurs potentiels, qui sont donc encore assez nombreux à ce stade, ils peuvent être, je ne sais pas, 7, 8, 10, d'ici au 15 avril 2014, remettez-moi une offre qui sera une offre indicative, une offre donc dite non-binding, c'est-à-dire que celui qui remet l'offre peut encore à ce stade dire ah bah oui, non, mais finalement je renonce. Hein. Donc va devoir d'ici au 15 avril remettre une offre dans laquelle il va préciser bah, voilà, le prix, les modalités de paiement, le prix je vous paie en 3 fois sans frais, ou je vous paie 50% en cash, 50% en actions de ma propre société. Enfin voilà, il va vous fournir un certain nombre d'indications. Et là, dans la position tactique de négociation, évidemment, comme vous, en tant qu'acquéreur potentiel, votre objectif, c'est d'être retenu pour le tour suivant, où là, on va avoir une shortlist. Vous allez essayer de mettre en avant l'offre la plus importante, enfin la plus élevée, en prévoyant quand même des portes de sortie. Donc vous voyez, là, il y a une petite subtilité, puisqu'on est plutôt... On veut donner l'impression qu'on est les mieux disants, quitte à se ménager des portes de sortie avec quelques réserves sur les due diligence, etc. Vous dites, voilà, je suis prêt à offrir tant sous réserve de confirmation de je ne sais pas quoi, et dans l'espoir que derrière, vous allez pouvoir renégocier parce que vous aurez mis des conditions qui sont suffisamment étroites, suffisamment strictes pour qu'elles ne soient pas réalisées, et dites, ah bah oui, mais moi, je vous avais dit 220 millions, c'est vrai, mais en fait, ces 220 millions, c'était à condition que vous me prouviez telle chose, et en fait, vous ne l'avez pas vraiment prouvé, donc c'est plus 220 millions, c'est 200 millions. Hein. Vous voyez, là, on est dans une démarche où j'essaie d'enjoliver le prix que j'offre pour pouvoir éventuellement revenir en arrière derrière. Mais l'important, c'est d'être shortlisté. Donc arrive ensuite le deuxième tour. Donc là, le deuxième tour, on a pris des acquéreurs potentiels, on a sélectionné 3-4 acquéreurs potentiels, parmi ceux qui avaient les meilleures offres. On a d'ailleurs discuté avec eux en général hein, de cette offre. On a dit, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez dire par ça? Bref. Bon. Donc là, ils ont accès à la data room et ils vont procéder à ce qu'on appelle les due deals hein, ou les due diligence. Donc vous allez avoir un bataillon d'auditeurs, d'avocats, de fiscalistes, etc., qui vont aller passer 8 jours, jour et nuit, dans cette data room. Alors quand elle est virtuelle, c'est moins contraint, mais moi j'ai vraiment des souvenirs de data room. En plus, à l'époque, on avait le droit de fumer dans les bureaux. Je ne vous dis pas, vous sortiez, vous aviez les yeux rouges. Bon, voilà, vous avez passé la journée à compulser des classeurs, sachant qu'en plus, le vendeur s'arrange toujours pour que la data room en question fasse 12 mètres carrés et que vous soyez entassé à 18 dedans. Enfin, c'était un vrai malheur. Bon, bref. Et évidemment, le temps est limité. Parce qu'un processus de vente, il ne faut pas que ça s'étale trop longtemps, parce qu'il peut y avoir des fuites, il peut y avoir... vous imaginez si les salariés, les fournisseurs, les clients apprennent que la boîte est en vente, ça peut avoir un impact négatif. Donc un processus de vente, on essaie toujours de le faire le plus court possible. Donc là, on est à nouveau dans une contrainte, hein, vous avez beaucoup de choses à regarder, dans un délai très court, donc il faut avoir une équipe nombreuse. Enfin, voilà. Mais c'est assez poilant en, fait, en général les due deals parce que il y a une espèce d'ambiance comme ça, d'effervescence, on est dans la tension, vous avez plein de gens qui interviennent et puis surtout ce qu'on cherche c'est les trouvailles quoi. Tiens, ouais, il ne nous avait pas dit que le contrat de travail de telle personne clé prévoyait une clause en cas de rupture, une clause d'indemnité extrêmement élevée en cas de rupture du contrat. Enfin oui, bon, bref. Et donc ça, c'est vachement important pour vous, acquéreurs potentiels, parce que c'est là que vous allez pouvoir justement trouver des arguments pour
maintenant revenir sur le prix faramineux que vous avez annoncé au premier tour pour être sélectionné au deuxième tour. Ah oui, mais oui, bien sûr, j'avais offert un temps, mais il y a ça, 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 et donc finalement le temps c'est moins 30%. Voilà. Ça c'est un jeu classique, et donc là c'est là que s'engagera dans le troisième tour une discussion. Donc bref. Alors, à votre... oui. Oui, alors, non, alors bon, tout ça se fait quand même dans certaines limites. Hein. C'est-à-dire que le jeu que je décris, là, je force un petit peu le trait, évidemment, quand je vous le raconte, mais on s'arrange quand même pour que... Enfin, c'est pas grossièrement, vous n'allez pas proposer, enfin, finalement, arriver avec la moitié, le prix à moitié de ce que vous avez proposé initialement. C'est des ajustements aux alentours de plus ou moins 10%, enfin plutôt moins 10%. Mais ça n'arrive jamais... Non, normalement, tout ça est protocolé, c'est-à-dire que les shortlistés, ils restent shortlistés et ceux qui ont été sortis restent sortis. Mais cela dit, dans la phase finale, j'en dirai un mot après, dans la phase finale, il arrive qu'on rentre dans une négociation exclusive avec une partie et qu'on tienne le deuxième mieux disant au chaud, au cas où. Voilà, au cas où la négociation finalement n'aboutirait pas. Oui. Il y avait une autre question? Non? Bon. Alors, ce que vous faites aussi aux gens qui sont sélectionnés pour le deuxième tour, là, pour leur forcer un petit peu la main et pour essayer de cadrer un peu le process, hein, et ne pas perdre trop de temps, vous leur dites, voilà, lorsque vous allez me remettre votre offre finale, donc vous allez me donner un prix, vous allez me donner des conditions qui seront éventuellement différentes du tour précédent, mais surtout vous allez paraffer le Memorandum of Understanding, en gros le contrat de vente. Hein, de sorte que, enfin, éventuellement paraphé et amendé, mais voilà le document que vous serez amené à signer finalement si on fait affaire ensemble. L'avantage étant que là aussi, ça vous évite de partir dans tous les sens et ça vous permet de savoir si votre acquéreur potentiel remet en cause chacun des articles et chacun des alinéas du contrat que vous proposez ou si il est relativement raisonnable à ce stade. Et réciproquement, si vous êtes acquéreur, vous voyez, donc il y a toujours l'équilibre entre amender parce que vous pensez que c'est nécessaire et puis lâcher parce que vous ne voulez pas non plus casser le deal. Et ça, c'est quelque chose qui va être permanent pendant tout le process, hein, c'est de trouver le bon équilibre entre des exigences et de la souplesse. Et ça, ce sont des stratégies de négociation qui s'improvisent pas, je veux dire, qui peuvent parfaitement s'organiser. Mettez-vous d'accord avec vos avocats, hein, il y a le méchant et le gentil, enfin bref, vous prévoyez la chose pour vraiment conduire votre négociation d'une manière qui vous arrange. Et puis deuxième document que vous annexez aussi et que vous demandez à l'acquéreur potentiel de revoir ou d'amender éventuellement, c'est donc l'autre grand document important. Dans une transaction, vous avez la vente, donc vous avez un contrat de vente d'actions par exemple, et puis derrière vous avez donc ce qu'on appelle des garanties d'actifs et de passifs, ou les reps and warranties en anglais, dans lequel le vendeur va justement dire, voilà, je déclare que la société du Schmoll a bien déposé ses déclarations fiscales en temps et en heure, qu'elle est propriétaire des brevets Trucmuche, qu'elle est propriétaire de l'immeuble Trucmuche, etc., etc. Donc je déclare tout un tas de choses, moi vendeur, et donc ça c'est les representations, déclarations, et derrière il y a les garanties. S'il s'avérait que sur tel sujet, on constate une différence entre ce que j'ai déclaré et la réalité, à ce moment-là, j'indemniserai l'acquéreur à hauteur de temps. Et vous imaginez que là aussi, dans la négociation, c'est généralement là-dessus qu'on passe le plus de temps, ça va être de négocier quels sont les éléments qui sont susceptibles d'être couverts par la garantie de passifs et d'actifs, quel est le montant des indemnités, quel est le processus si par exemple vous avez un contrôle fiscal. Bon. Et que le fisc réclame 100 millions d'euros au titre des exercices précédents, donc, qui étaient couverts par le vendeur. Qui va être chargé du contentieux avec le fisc? Est-ce que c'est vous, acquéreur, ou est-ce que c'est le vendeur? Sachant que le vendeur va dire, mais moi, c'est moi, parce que finalement, au final, si le redressement de 100 millions est confirmé, c'est moi qui vais devoir les payer, puisque je vous ai garanti sur ce risque-là. Donc je prends le leadership et vous, vendeur, acquéreur, pardon, vous pouvez être intéressé à avoir au contraire la main sur le truc parce que finalement vous préférez transiger et régler l'affaire rapidement plutôt que d'attendre, je sais pas, d'un pourvoi en cour administratif d'appel ou au Conseil d'État ou
ou en cours d'appel et en cours de cassation sur la nature du négociation. Donc vous voyez, il y a plein d'éléments comme ça qui vont intervenir dans la garantie d'actifs et de passifs. Vous allez demander aussi des garanties, parce que si le vendeur vous couvre à hauteur de 100 millions sur les choses qui pourraient surgir à l'avenir, vous allez dire, si c'est une très grande entreprise, très solvable, vous dites, OK, les 100 millions, la garantie de 100 millions, je la prends, mais si c'est une plus petite entreprise, qui est vendeuse, hein, ou un fonds, vous allez demander à ce que les 100 millions soient garantis. Donc soit vous allez demander à ce qu'une banque se porte caution du vendeur à hauteur des montants garantis. Première chose, donc ça serait une GAPD, une garantie à première demande, c'est-à-dire que si le vendeur ne s'exécute pas, vous allez voir la banque et vous dites, ben voilà, là j'ai un damage, comme un litige de 10 millions, envoyez le pognon, sachant que la banque elle-même à ce moment-là se retourner contre le vendeur, voilà. Soit vous demandez à ce qu'on séquestre une partie de ces sommes. Dans ce cas, autrement dit, une partie du prix, hein, vous avez, vous en tant qu'acquéreur, payé un prix, vous dites, ben voilà, 10% du prix vont être mis sur un compte séquestre qui ne sera libéré que dans 3 ans lorsqu'on aura épuisé les possibles recours en garantie. Donc, vous voyez toutes les subtilités, et là on a vraiment du droit, de la tactique de négociation, enfin bon, c'est généralement des phases où on s'amuse bien, mais avec toujours, je vous dis, cet équilibre compliqué, on est sur la ligne de crête entre j'ai suffisamment d'exigences pour ne pas m'exposer à des risques trop importants, mais pas trop non plus, parce qu'il arrive un moment où le vendeur peut dire, bah, écoutez, bon là, ok, c'est trop compliqué, j'en ai marre de discuter avec vous, vos avocats m'en... Et donc on arrête là. Et ça m'est arrivé, moi je me souviens une fois d'être dans une négo et d'avoir le vendeur qui me dit, bon, est-ce qu'on pourrait se voir 5 minutes à côté, et qui me dit, voilà, écoutez, je ne supporte plus votre conseil. Donc, un avocat parisien assez prestigieux, il me dit, je peux plus supporter, donc soit il sort, soit on arrête. Bon, les due deals, hein, je passe rapidement là-dessus. Vous allez avoir donc cette armée d'avocats, d'auditeurs, etc., qui vont passer en revue cette pile de documents et essayer de détecter s'il y a dans les méthodes comptables utilisées, dans le recensement des actifs, voilà, des choses qui sont insatisfaisantes ou qui, plus exactement, ne sont pas conformes à ce qu'on vous avait présenté initialement. Hein. Et encore une fois, c'est toujours le jeu de dire, ouais, bah, attendez, là, on ne m'avait pas dit que... Ou votre propriété intellectuelle, c'est sympa, mais enfin, il y a un procès, il y a un recours aux États-Unis sur la validité de votre brevet, et donc il y a une inconnue là. Vous voyez, enfin bref. Tout ce genre de choses qui peuvent être importantes dans la négo. Quand on est en France, en général, vous mettez vraiment des avocats spécialisés en droit du travail sur les contrats ou les litiges en cours, parce que ça peut coûter très cher. Hein. Si vous avez licencié quelqu'un de façon abusive et que vous êtes condamné derrière par un tribunal des prud'hommes ou une cour d'appel, ça peut être des montants importants. Donc, voilà, toute la partie RH est assez importante. En tout cas, surtout dans certains pays comme le nôtre, va avoir de l'importance. Et puis, vous avez tous les litiges possibles avec des clients, des fournisseurs, l'État, enfin bon, bref. Et enfin, donc, dernière étape, vous avez fait vos due diligence, donc là vous remettez votre offre finale qui va être binding, c'est-à-dire que là le vendeur sera en droit d'exiger que vous exécutiez, ou si vous décidez de ne pas vous exécuter, de vous réclamer des dommages et intérêts, hein, pour rupture abusive de négociation. Donc autant dans la première partie ce que vous avez fait était indicatif, autant là vous êtes engagé. Donc là, on signe généralement le MOU hein, qui dit, ben voilà, on est d'accord sur telle ou telle chose et on se donne un mois pour finaliser. Donc vous avez un premier closing où on a le MOU et puis encore quelques semaines de négociations pour finaliser tous les accords, préparer les documents finaux, les annexes aux garanties de passifs et d'actifs, enfin bref, tout le bordel. Et donc vous arrivez à ce moment-là, au dernier closing. Donc, qui est l'occasion d'une petite fête en général. Mais j'ai vu des closings se terminer à 5h ou 6h du mat, parce qu'au dernier moment, vous avez encore des discussions sur des paragraphes. Enfin bon, bref. Tant que c'est pas signé, hein,
L'adage, c'est ça, c'est que tant que c'est pas signé, le deal n'est pas fait, quoi. Et vous pouvez toujours avoir jusqu'à la dernière minute un problème qui surgit que vous n'aviez pas anticipé. Et puis, alors, il y a aussi plein de choses. Quand vous faites vos due deals, vous arrivez donc avec votre rapport de due diligence face au vendeur. Là, évidemment aussi, vous vous arrangez pour en mettre plus qu'il n'en faut. Vous avez des lignes de réserve en disant attendez, là, tel truc n'était pas bien, mais vous en avez mis volontairement dedans des choses qui ne sont pas si importantes que ça, mais qui vont vous servir dans la négo en disant ok, bon, je renonce à ça, mais si vous renoncez, c'est parce que vous attendez une contrepartie. Donc, je veux bien laisser tomber la condition numéro 12B, mais à condition que vous, en contrepartie, vous assouplissiez votre position sur je ne sais pas quel autre point. Vous voyez, donc, c'est pas que ça s'élabore, quoi. C'est pas on n'y va pas les mains dans les poches dans l'improvisation totale. Généralement, vous avez un vrai travail d'élaboration de votre stratégie de négociation. Je vais donc entamer dans les 10 minutes qui restent la présentation d'un vrai cas d'IPO. On va parler de l'introduction en bourse du groupe d'hôtels et de casinos Lucien Barrière, qui en 2011 est détenu à peu près à 49% par le groupe Accor, bien connu, notamment bien connu des Centraliens, puisqu'il était cofondé par un Centralien, Gérard Pélisson, et 51% par une famille, la famille Dessaigne, qui est le fondateur historique de ce groupe. Et en général, ce sont des hôtels de luxe dans des endroits où dans ce qu'on appelle les villes d'eau, hein, où on a le droit d'ouvrir des casinos. C'est qu'en France, l'ouverture de casinos est strictement encadrée et que historiquement, pour des raisons d'ailleurs que j'ignore, il y a toujours eu des casinos dans les villes de cure, dans les villes d'eau. Bon, c'est pour ça que vous n'avez pas de casino à Paris, par contre, et par contre vous en avez un au nord-est à Enghien. À Enghien, parce qu'à Enghien, il y avait une historique de ville d'eau et de cure. Voilà. Bref. Voilà, donc vous avez ce groupe qui fait donc un chiffre d'affaires 2009. Là, je ne sais plus, attendez, on est en 2010 ou en 2011? On est en 2010. Un chiffre d'affaires de l'ordre de milliards d'euros et un EBITDA donc de 115 millions d'euros. Voilà. Donc, premier opérateur de casino en France et une quinzaine donc d'établissements d'hôteliers de luxe. Plutôt sympathique. Ah oui, il y a l'Ermitage à la Baule, enfin bon, ils sont plutôt sympas. Donc l'activité hôtelière représente à peu près 20% des EBITDA et l'activité de casino représente 80%. Donc l'idée, c'est que le groupe Accor, à ce moment-là, est en train de se restructurer. Et notamment, il a procédé à la séparation entre ses activités hôtelières et ses activités de prestation de services, puisque dans le groupe Accor, vous aviez aussi des activités de tickets restaurants, qui sont, ça a l'air de rien, mais c'est extrêmement rémunérateur. Ça marche très très bien. Hein, donc les tickets restaurants, c'est ce que votre entreprise demain vous donnera pour... vous aurez un ticket restaurant de 15 € pour aller bouffer le midi, vous en aurez donc 30 dans le mois, enfin ou 22 dans le mois, puisqu'on prend que les jours ouvrables. Et l'entreprise donc achète ces tickets et vous les distribue, et elle les achète évidemment plus cher que leur valeur faciale. Donc pour une valeur faciale de 15 €, elle peut peut-être, je sais pas, 16,50 €. Et derrière, donc, vous allez chez le commerçant, vous achetez votre sandwich, vous donnez votre ticket restaurant. Le ticket restaurant est renvoyé à l'émetteur qui, à ce moment-là, paie le commerçant avec lui aussi un petit discount. Il ne lui paie pas 15 € mais 14,50 €. Bon. Et, parce qu'il y a des frais d'administration, machin, etc. Et bref, entre les décalages de trésorerie, parce que vous avez vendu vos tickets, mais ils sont payés immédiatement, et le temps qu'ils fassent tout le circuit entre vous, le boulanger qui vous vend le sandwich et ça revienne, bah vous avez d'abord une trésorerie importante et puis vous avez des marges importantes. Enfin bref, l'air de rien, c'est une activité assez rémunératrice. Et donc à l'époque, sous la pression des investisseurs, Accor a scindé son activité hôtelière de son activité de prestation de services, ou notamment les activités de tickets restaurants. Et tout ça pourquoi? Parce que les performances boursières d'Accor n'étaient pas très satisfaisantes aux yeux des investisseurs, à tort ou à raison, comparé à d'autres groupes hôteliers. Et donc ils ont vraiment là forcé le management à prendre des mesures. La deuxième mesure qui a été ensuite un peu plus tard abordée, ça a consisté à scinder les activités hôtelières entre PropCo et OpCo, entre la propriété des murs et l'exploitation de ces murs d'hôtel.
Avec là, donc d'un côté, vous avez finalement du foncier, enfin, des immeubles qui sont loués à l'opérateur hôtelier qui, lui, fait son business. Et l'idée étant de dire, finalement, bon, la partie PropCo, donc les actifs, ça c'est un produit institutionnel qui peut se placer auprès de grands fonds de pension, etc. L'activité hôtelière, proprement dite, d'exploitation, c'est une autre activité. Et en plus, vous pouvez décider d'ailleurs d'exploiter aussi des hôtels dont vous n'êtes plus propriétaire. Soit vous devenez vraiment un opérateur hôtelier pur, sans les murs, et qui demain peut prendre en gestion n'importe quel hôtel intéressant. Bref. Et donc à cette occasion, Accor qui était rentré dans la société Barrière, dans le groupe Barrière, parce qu'il pensait que voilà, c'était un pied dans l'hôtellerie de luxe, et puis éventuellement dans les casinos, enfin bref, réalise que il n'y a pas de vrai fit stratégique, que ces hôtels de luxe sont des hôtels justement très particuliers, uniques, et qui sont contraires avec l'idée d'industrialisation qui est quand même chez Accor. Accor, c'est des centaines d'hôtels, c'est des choses assez normées, hein, du point de vue marketing. Vous avez les différentes marques qui correspondent à différents segments de marché. Bon, là, alors que là, de côté, vous avez pratiquement des établissements qui sont uniques, chacun à leur genre, et qui ont des décorations. Enfin bref, vous pouvez homogénéiser un certain nombre de choses, mais pas vraiment industrialiser comme vous pouvez le faire sur les Novotel, les Ibis, ou je sais pas quoi. Bon bref, voilà, typiquement le genre de considérations stratégiques qui font que finalement on renonce. Et donc, Accor veut vendre sa participation. Alors, il y a deux possibilités. Soit je vends le bloc à un autre opérateur, mais l'autre opérateur n'a pas forcément envie, ils sont vite arrivés à la conclusion que personne n'avait envie d'acheter 49%, donc on en dit quand même une participation minoritaire dans un groupe. Si vous êtes un industriel, vous rachetez quelque chose, c'est pour en prendre le contrôle et faire ce que vous voulez, quoi. C'est pas pour être juste sur le banc de touche à regarder le match, quoi. Bon. Donc finalement, l'idée, ça a été de se dire, plutôt que de vendre le bloc, on va introduire la société en bourse et en profiter donc pour vendre la participation à différents investisseurs. Alors, revenons un petit peu justement sur ce que c'est qu'une introduction en bourse, hein, donc Initial Public Offering, IPO. C'est quoi? C'est le moment où une entreprise va pouvoir proposer au marché, aux différents acteurs du marché, investisseurs institutionnels, particuliers et autres, d'acheter des actions dans une entreprise qui va être ensuite cotée, c'est-à-dire que ces actions vont pouvoir être ensuite échangées librement, quotidiennement, sur un marché. Donc au départ, vous avez une société qui est private, autrement dit non cotée. Hein, souvenez-vous du faux ami qui est private ou public en anglais, qui ne veut pas du tout dire secteur privé, secteur public comme on l'entend ici. C'est private, c'est non coté, et public, c'est coté. Donc une public company, ce n'est pas une société qui est détenue ou contrôlée par l'État, c'est une société qui est cotée. Bref. Et donc vous avez deux manières finalement d'introduire en bourse. Soit vous vendez une partie des actions au public, hein, donc aux investisseurs, soit vous créez des actions nouvelles, vous augmentez le capital et vous placez ces actions nouvelles auprès du marché. Soit vous faites les deux, c'est-à-dire qu'il y a des actionnaires, et souvent c'est le cas en fait, quand vous avez par exemple une start-up qui a bien grossi avec des actionnaires de private equity, hein, des venture capitalistes, on peut décider de l'introduire en bourse. Ça peut être le cas de Facebook ou autre. Et là, vous allez avoir des investisseurs qui vont dire moi, j'en profite pour sortir. Donc, mes actions, je les vends, je les mets sur le marché. D'autres qui vont dire non, mais moi, je suis très content, je les garde. Et puis, la société qui dit moi, j'ai besoin de 500 millions de plus pour mes projets de développement. Et donc, je fais en même temps une augmentation de capital de 500 millions. Vous allez vous retrouver avec 500 millions d'actions nouvelles, plus peut-être 200 millions d'actions qui auront été cédées par des actionnaires qui, à ce moment-là, souhaitent sortir ou même simplement diminuer leur position. Hein, donc c'est illustré par ces petits schémas. Ça va? C'est clair? Ouais. Hein, ces différentes positions possibles. Voilà. Alors, pourquoi justement est-ce qu'on introduit... Oui. Oui, bien sûr, ça a été fait. Donc la famille de Seine qui possédait la majorité du capital était d'accord effectivement pour cette sortie. Mais vous avez tout à fait raison. Hein, pour ceux qui n'auraient pas entendu ce qu'il disait, c'est que le fait d'être introduit en bourse, ça crée un certain nombre d'obligations
plus lourdes que lorsqu'on est une société fermée, avec un actionnaire fermé, puisque vous avez des obligations de reporting, des rapports à publier plus fréquemment. Ces rapports sont plus visés par l'AMF. Enfin bref, vous avez forcément une obligation de transparence accrue lorsque vous êtes une entreprise cotée par rapport au fait de ne pas l'être. Mais ça renvoie au débat que j'évoquais aussi au mois de novembre sur dette intermédiaire ou dette désintermédiaire. Est-ce que j'ai intérêt à aller plutôt emprunter auprès d'une banque ou à émettre des obligations? On sait que l'émission d'obligations, c'est à peu près la même contrainte que la cotation des actions. Ça oblige effectivement à un certain nombre d'actes de publicité, de transparence, etc. Donc ça a un coût. Et le trade-off, c'est de comparer ce coût, donc qui n'est pas seulement le coût, le taux d'intérêt que l'obligation va vous coûter, mais aussi le coût complet de la préparation des documents, des prospectus et de la transparence par rapport au taux d'intérêt que vous facturez à la banque. Donc quand on compare les deux voies de refinancement, effectivement, il faut prendre en compte tous les coûts. Et là, de la même manière, le fait d'être introduit en bourse peut être en effet, pour certaines entreprises de taille moyenne, des PME, ça peut être une mauvaise surprise. Donc il faut bien l'assumer. Si vous êtes introduit en bourse et que vous êtes encore une société de petite taille, il faut bien comprendre les obligations que ça va vous créer. Donc je vais juste terminer ce dernier slide. Très rapidement, quelles sont les motivations que vous pouvez avoir pour introduire en bourse? Bon, on les a déjà évoquées. C'est pour les fondateurs, ou quand c'est une entreprise familiale, c'est de se dire j'obtiens de la liquidité, donc je réalise une partie de mes plus-values. Ça peut être aussi une question de prestige, évidemment, le fait d'être coté en bourse. Si en plus c'est une bourse prestigieuse comme le Nasdaq, vous pouvez vous la ramener un peu plus. Et puis, le fait d'être coté, donc c'est l'occasion aussi de lever des fonds, puisque vous allez pouvoir augmenter le capital plus facilement quand vous êtes coté, quand votre titre est connu. Donc ça permet de répondre à un besoin qu'on trouve souvent dans les entreprises familiales, qui est la difficulté à financer le développement. Pour ceux qui sont rentrés, comme les fonds d'investissement, enfin fonds de venture capitalisme, c'est pour eux l'occasion de réaliser leur plus-value. Et puis lorsque vous avez une entreprise qui introduit en bourse l'une de ses filiales, par exemple si Bouygues décidait d'introduire en bourse Bouygues Télécom, l'intérêt c'est quoi? L'intérêt c'est d'une part de sortir progressivement, même en gardant la majorité, mais c'est surtout de répondre à les objections que cite souvent le marché, qui est de dire vous êtes un conglomérat, finalement, on ne connaît pas bien la valeur de vos actifs. Donc le fait d'avoir coté la filiale fait que là, vous avez une valeur objective de votre actif et vous pouvez donner plus d'importance au management, plus d'indépendance au management et dire finalement, voilà, au lieu d'être dans un groupe fermé avec des contraintes qui peuvent être, vous voyez, une boîte de télécom, dans un groupe immobilier, enfin, un groupe de construction, on peut dire, est-ce que c'est vraiment un bon fit stratégique? Là, vous décidez d'introduire la société en bourse en disant au management, tiens, vous allez tous prendre X% du capital, et là, vous allez être vraiment intéressé au développement. Et en général, ça a de l'effet. C'est arrivé assez fréquemment que la cession d'une activité ou son introduction en bourse par un groupe diversifié se traduisait par un management beaucoup plus focused, beaucoup plus motivé, parce qu'il avait des incentives au capital, et donc avec des résultats meilleurs que lorsque cette filiale était noyée dans un ensemble plus vaste. C'est des cas de figure qu'on rencontre très souvent en private equity aussi, on pourra en parler la semaine prochaine avec Bernard. Les investisseurs en equity sont friands de ce genre de choses, d'aller chercher la petite perle qui se niche dans un grand groupe et qui est sous-valorisée parce que c'est un tout petit machin dans un grand ensemble, alors que le jour où vous dites au gars, tiens, je te donne 5% du capital plus 5% supplémentaire si ça marche bien, là, vous allez voir, ça explose.